FM. Le passage de 2020 à 2021 marqué par un accroissement des contaminations au Covid-19 et on est passé sous la barre des 400 morts. C'est dans ce contexte que le football sénégalais reprend ses droits et pour le défendre, il y avait son premier avocat, Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, par ailleurs maire de l'île de Gorée. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Nos meilleurs vœux. Meilleurs vœux 2021 à vous, donc au groupe IGFM, mais aussi à l'ensemble des Sénégalais, au monde sportif, que 2021 soit l'année où nous retrouverons le goût à la vie après cette période assez tumultueuse de 2020 accompagnée du Covid, et que 2020 parte avec son Covid et qu'on retrouve la joie de vivre et surtout le retour aux activités normales dans tout le pays. Et comment à Gorée, au lieu du tourisme sénégalais, a-t-on vécu ces près de 10 mois de crise sanitaire? À Gorée, nous les avons vécus très difficilement, ces mois de Covid-19, parce que vous le savez, après les premiers cas, nous avons eu à subir les affres d'une fermeture totale de l'île de Gorée aux visiteurs. Et pour qui connaît Gorée, sa vocation est une vocation d'accueil, puisque c'est un site touristique par excellence. Et donc, vous savez que donc, ça a eu des répercussions terribles sur le plan économique. De notre côté aussi, nous avons dû vivre en autarcie pendant tout ce temps-là. Et ça a été très difficile. Mais de notre côté, les Goréens, les populations ont fait preuve de résilience. Nous avons pu nous organiser pour vivre dans notre île en réglant tous les problèmes liés donc, aux besoins matériels des populations, mais surtout en veillant à ne pas être infestés par le Covid-19. En tout et pour tout, nous avons enregistré officiellement 3 cas en 10 mois. Je pense que c'est assez appréciable quand on regarde les tendances dans les autres localités du pays. 3 cas de contamination. De contamination. 0 victime, j'imagine. Non, 0 victime à ce jour. On espère que ça va continuer. Et surtout, je pense que ce qui est important, il y a de cela 3 mois, 2 mois. Qu'est-ce qui fait cette exception? C'est le caractère insulaire de la commune. Oui, je pense qu'il y avait des frontières naturelles avec la mer. Dès qu'on a arrêté la liaison, donc il y avait moins de fréquentation dans l'île. Mais c'est surtout au niveau local, cette capacité des Goréens, de la commune, mais aussi des volontaires de l'île, surtout les jeunes, qui se sont organisés eux-mêmes pour prendre en charge leur destin, pour s'organiser, organiser le tri de ce qui devait entrer dans l'île ou non, mais aussi la sensibilisation qui a joué un rôle majeur. Parce que vous savez, à Gorée, c'est tellement petit, tout le monde se connaît, la proximité était telle que si nous avions quelques cas, ça pouvait dégénérer. Et je pense que la population aussi a été très, très consciente. Et je dois dire aussi que nous avions eu l'appui non seulement des autorités, mais de beaucoup de partenaires qui nous ont permis de vivre cette période et surtout de nous en sortir à moindre frais, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Et alors, avez-vous évalué les conséquences économiques, financières de cette crise sanitaire pour l'île de Gorée, pour la commune que vous dirigez? Oui, je pense que si sur le plan santé, on peut dire que nous avons pu tenir la dragée au Covid, sur le plan économique, il n'y a pas eu match parce que le Covid nous a mis dans une situation économiquement parlant exsangue, parce que simplement que ça soit la collectivité locale elle-même, les populations, les acteurs économiques, hôteliers, guides, restaurateurs et tout ce qui gravite autour, artisans et autres, gravite autour de l'économie touristique, en ont pâti. Je dirais même, je pourrais citer même en fait la structure qui nous relie à Dakar, c'est-à-dire la liaison maritime Dakar-Gorée, qui s'est retrouvée à faire pratiquement 1% de son chiffre d'affaires en 10 mois. Donc c'était assez difficile et aujourd'hui je pense que nous sommes en train de relever la tête. Mais tant que nous n'aurons pas réglé, c'est pas nous Goréens qui prenons le problème du transport aérien, l'ouverture du ciel donc, et l'arrivée des touristes ne sera pas réglée, Gorée ne pourra pas se remettre en bonne santé financière et économique. Et c'est un combat.
je dois me permettre aussi de saluer tous ceux qui nous ont aidés parce que nous avons pu bénéficier de l'apport, en tout cas pour le secteur touristique et les acteurs touristiques de l'État sur le fonds de résilience. Je voudrais ici remercier le ministère du Tourisme et certains partenaires qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont permis de pouvoir aider les acteurs touristiques, même les artisans, pour pouvoir s'en sortir et repartir. Aujourd'hui, Gorée revit petit à petit, mais il nous faut plus de visiteurs pour qu'on puisse relancer la machine économique. Oui. Toujours sur les activités économiques, la culture est aussi essentielle pour Gorée. Lorsque le ministre de l'Intérieur annonçait le durcissement des restrictions début décembre dernier, des mesures qui interdisent la tenue de spectacles et les rassemblements sur les terrains de sport, vous vous êtes férocement opposé. Vous avez plaidé pour le foot. Les autorités vous ont entendu et vous ont permis de démarrer la nouvelle saison de football, ce week-end d'ailleurs. Vous n'avez pas défendu les acteurs culturels. Vous, le maire de la symboliquement culturelle île de Gorée. Écoutez, d'abord, je dois dire, donc je n'ai pas défendu férocement. J'ai défendu, je pense, avec beaucoup de... Et parler avec le cœur. De cœur, voilà, exactement, parce que je tirais la sonnette d'alarme simplement par rapport à la situation de tous ces jeunes qui, aujourd'hui, sont sevrés de sport depuis très, très longtemps. Vous venez de le dire, ils sont aussi sevrés de culture. Et ces jeunes, c'est non seulement une activité, donc le sport, je parle de sport en général d'ailleurs, qui leur permet de s'épanouir, c'est aussi une activité économique pour eux. Donc un débouché, dans un contexte où il est très difficile de trouver du travail, certains jeunes vivent du football, des milliers de jeunes ont l'espoir, et de parents d'ailleurs, ont l'espoir de pouvoir arriver à jouer au football. Si on reste une année sans football, c'est des carrières qui sont en l'air, c'est l'espoir de beaucoup de familles qui est ruiné. Et donc j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme. Et n'oublions pas aussi que le sport, dans un contexte justement de pandémie où on dit que ce sont les plus faibles qui sont les plus affectés, permet d'avoir les ressources, donc je pense physiques et morales d'ailleurs pour résister à la maladie. Ne pas faire le sport, ça devient compliqué. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients des enjeux. La santé passe avant tout, mais justement, on dit souvent que le sport contribue à l'amélioration de la santé de tous les individus. D'un autre côté aussi, je pense que les sportifs, le football aussi en premier, ont montré la voie dès qu'il s'agissait de faire face au Covid et se sont mis aux côtés des autorités pour vraiment combattre le Covid. Et quand aussi nous avons vu que dans beaucoup de pays, les gens continuaient à se battre contre le Covid tout en pratiquant le sport, que ce soit dans les pays occidentaux comme aussi en Afrique. Nous avons dit que peut-être il est temps, presque un an après, que le football puisse reprendre droit de cité dans notre pays. Et je dois remercier ici les autorités, au premier plan le chef de l'État, qui a compris cela, ainsi que le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, pour avoir compris qu'il fallait nous accompagner pour qu'on puisse continuer à lutter contre le Covid tout en pratiquant le sport, et surtout le sport de haut niveau, parce que le football en a besoin, mais aussi les jeunes, les sportifs en ont besoin, et ceux qui vivent aussi du football. Aujourd'hui, au Bas-Monde, nous pouvons compter à peu près 3000 emplois qui dépendent du sport, du football dans sa globalité. Si on devait l'étendre à toutes les disciplines, peut-être que ce serait à peu près 10 000, parce que nous avons plus à peu près 47 ou 48 fédérations ou comités de promotion de certaines fédérations à venir. Donc tout ça fait qu'il y a des enjeux économiques importants, mais aussi des enjeux sportifs. Et je pense que les autorités l'ont bien compris. Et donc aujourd'hui, c'est heureux que nous puissions redémarrer. Mais j'insiste là-dessus. Il y a une responsabilité qui en découle. Tout cela, Augustin Senghor, dans une grande incohérence des mesures de restriction à géométrie variable, on autorise le football, on continue d'empêcher les acteurs culturels de travailler. Écoutez, les contextes ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, je ne veux pas moi-même avoir à trancher un débat pour lequel il y a des personnes plus compétentes que moi. Vous-même, vous l'avez dit, Gorée est culturel.
Moi-même, je me suis beaucoup investi dans le domaine culturel. Dans un monde idéal, effectivement, il faut que toutes les activités reprennent. Mais à certains moments clés, je pense qu'il appartient aux autorités d'apprécier. Et je pense qu'ils ont discuté avec les acteurs culturels. Ils sont en train de chercher des solutions et ils ont tenu à les accompagner, surtout dans ces périodes de fin d'année où peut-être aujourd'hui, la difficulté, c'est que si dans le sport, on peut jouer à huis clos, dans les activités culturelles, les concerts, les boîtes de nuit, c'est impossible de parler de huis clos, donc peut-être que c'est à ce niveau-là que ça se joue, mais je ne désespère pas que des solutions soient trouvées, les meilleures pour les Sénégalais d'abord, mais aussi ensuite pour les acteurs culturels, pour que toutes les activités reprennent. Mais la seule voie de salut aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce sera de pouvoir aider l'État à juguler la pandémie de la meilleure manière. Et comme on le voit, tous les jours, on voit que les cas augmentent, les cas communautaires augmentent. Donc si nous voulons vraiment que l'État libère toutes les activités, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes la responsabilité de combattre le Covid et ne pas laisser l'État à lui seul mener ce combat. Oui, la saison de football, justement, qui a démarré hier samedi, des matchs à huis clos, vous l'avez dit, mais les clubs ne sont pas soumis, les acteurs ne sont pas soumis à des tests Covid-19 obligatoires avant les rencontres. Drôle de protocole, hein, n'est-ce pas? Écoutez, pourquoi drôle de protocole? Moi, je me pose la question de savoir si aujourd'hui, dans nos activités, on est tenu à ces tests-là. Aujourd'hui, je viens ici dans une émission, je n'ai pas subi de test pour entrer dans cette émission, alors que vous ne connaissez pas mon statut sur le plan médical. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous partons du principe que d'une situation où l'État avait fixé des règles assez draconiennes, et même on est passé d'une période carrément d'état d'urgence à une période où les autorités ont dit il nous faut arriver à vivre avec le virus. À partir de là aussi, en tout cas moi qui me suis rapproché un peu de ce qui se passe, j'ai pu constater que l'État n'est plus dans une situation où il demande à tout le monde d'être testé. Les tests massifs ont diminué. Moi qui voyage beaucoup, je me suis rendu compte que quand on va dans les services où les tests se faisaient par rapport à il y a 4 mois, ça se fait moins. On ne le fait que quand un cas de maladie est décelé. Et nous avons aujourd'hui un accompagnement de l'État avec le ministère de la Santé, mais aussi des médecins qui gravitent autour du football, autour du sport, pour mettre en place un protocole qui nous permettra de jouer dans des conditions sécurisées, étant entendu que, comme vous l'avez pu le suivre, le comité exécutif, mais aussi la Ligue professionnelle, la Ligue amateur ont pris une batterie de mesures qui nous permettront de compétir. Ceux qui seront peut-être malades, comme dans nos services, ça se passe comme ça, seront mis de côté pour pouvoir être traités. On protégera ceux qui seront en contact, mais le football continuera parce qu'on a pris des dispositions pour élargir le nombre de joueurs qui peuvent participer à ces matchs-là, pour que, comme la FIFA l'a fait, comme la CAF, mais aussi dans d'autres confédérations, le football puisse continuer tout en se préservant du mieux que nous pouvons de la maladie. Alors, des rencontres du championnat sénégalais hors protocole CAF, hors protocole FIFA? Non, pas du tout. Nos protocoles s'inspirent largement des protocoles FIFA et CAF. Sans test, ces stades peuvent devenir des sources et des souches de contamination. Écoutez, je pense que la prévention n'inclut pas les tests. Je pense que les tests, c'est pour détecter une maladie. Ce sont les mesures barrières qui constituent le rideau de protection contre la maladie. À partir du moment où tout le dispositif de mesures barrières est en place, l'accès des stades, l'utilisation des produits qui peuvent permettre un peu de la désinfection, mais aussi tout ce qui est produit comme les gels antiseptiques pour pouvoir se protéger, pouvoir tuer les germes et les virus quand il le faut, mais aussi la distanciation là où c'est nécessaire. C'est ça qui va nous protéger. C'est pas les tests, puisque faire les tests n'empêche pas d'avoir le virus, parce que si le test est positif, ça veut dire qu'on ne joue pas. Mais par contre, si on diminue les contingentements dans les stades, c'est-à-dire, vous avez vu, on a pris vraiment des nombres, d'ailleurs j'ai même reçu des messages de beaucoup de dirigeants de clubs en disant que pour un club professionnel qui joue 30 personnes,
dont 18 joueurs, 7 ou 8 membres d'encadrement, c'est peu. Et je leur ai dit, c'est à nous d'avoir le sens de la responsabilité pour montrer aux autorités qu'on est capable de jouer. Et donc, on sera vraiment sur ce plan-là assez strict et avec des stades qui peuvent accueillir jusqu'à 5 000, 6 000 ou même voire 10 000 places, 10 000 personnes où on ne met que 90 personnes. Je pense que le risque de contamination est vraiment réduit à sa plus simple expression, à mon avis. Alors, ces championnats ont été arrêtés en mars 2020 et qui reprennent en janvier 2021. On a vu la fédération soutenir beaucoup les clubs, beaucoup de subventions accordées. Ça vous a coûté combien l'arrêt brutal de ce championnat en raison de cette crise sanitaire? Oui, aujourd'hui, on a dépassé le cap des 1,350 milliard qu'on a investi. Et ça, c'est seulement en subvention. Si j'ajoute justement les masques, les produits, tout l'équipement nécessaire pour tenir nos compétitions et aussi le renchérissement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en regardant nos comptes la dernière fois, j'ai vu que rien que pour nos équipes nationales, nous en sommes à peu près à une trentaine de millions juste pour les tests qui sont faits pour que les équipes puissent rentrer dans les regroupements. Donc ça a été énorme. Moi, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis à peu près, en tant que fédération, à 1,5 milliard dépensés. Si je mets aussi les charges induites par les derniers matchs de l'équipe nationale. Puisque pour reprendre en octobre avec notre sélection nationale, nous avons dû voyager dans des conditions particulières, louer un avion nous-mêmes en tant que fédération, qui est la compagnie sénégalaise Air Sénégal, pour aller au Maroc dans des conditions sécurisées, jouer sur place et ramener nos joueurs ici. Et tout ça nous a coûté énormément d'argent. Et c'est vrai, nous avons reçu l'apport de la FIFA, mais pas totalement. Sur 1,5 million prévus, nous avons reçu à ce jour donc 1 million de dollars. Donc, et la CAF, 300 000 $ environ. L'État doit venir, nous attendons d'un jour à l'autre, donc 500 millions qui viendront de l'État. Mais c'est vous dire qu'aujourd'hui, la fédération a dépensé énormément d'argent pour faire face à cette pandémie. Mais le paradoxe, c'est ça. Nous avons dépensé autant d'argent sans avoir pu avoir l'opportunité de compétir. Et c'est là où, je pense, la décision des autorités de nous laisser jouer, laisser les championnats reprendre leur cours, est salutaire et à magnifier. On ne verra pas ce championnat. Pas de public, pas de télé probablement. Cette histoire de sponsoring... Nous allons discuter avec une télé parce que notre volonté au moins pour la ligue professionnelle, ce serait de pouvoir diffuser 1 ou 2 matchs par week-end. Puisque les gens aujourd'hui sont restreints au niveau de leur circulation, ils seront plus présents chez eux. On essaiera de leur offrir ces matchs-là pour qu'ils puissent les sauver à domicile et nous sommes en train de discuter avec... une chaîne de télé dans ce sens-là. Vous êtes le président de la fédération, mais d'abord président de l'US Gorée, par définition membre de la ligue professionnelle. À propos de droits télé, ces problèmes qu'on a connus la saison dernière et la saison d'avant, cet opérateur de télévision, opérateur chinois, qui a voulu acheter les droits, mais blocage, parce que cet opérateur aussi voulait se déployer au Sénégal. Il en a été empêché. Quels sont les derniers développements de cette affaire? À ce niveau-là, bon, je dirais d'abord que je suis président de fédération de football et président du club Omnisport de Gorée. On a un président de la section de football qui nous représente au niveau de la ligue professionnelle. Donc à ce niveau-là, je dirais simplement que le dossier StarTime a connu des difficultés parce que simplement, apparemment, il était adossé à d'autres aspects qui n'ont rien à voir avec le football parce que l'octroi de fréquences, aspects juridiques, commerciaux, l'acquisition de décodeurs, ça dépasse vraiment le cadre du football. Donc en ce qui me concerne, je ne peux pas trop me prononcer, mais ce qui est clair aujourd'hui que à ce jour, ce contrat n'a pas pu être finalisé pour les raisons aussi que vous savez. Et il est, je pense, temps qu'on pense, s'il n'y a pas de solution en vue, à chercher d'autres partenaires télé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. StarTime n'est pas encore vraiment installé. Et quand ils auront donc la possibilité de travailler et d'offrir donc à la ligue professionnelle ce qu'elle attend, c'est-à-dire des rentrées d'argent, mais aussi une visibilité, en ce moment-là, ils pourront signer. Mais en attendant, je pense que
la Ligue professionnelle, qui est une entité autonome au niveau de la fédération, puisque la fédération lui a donné cette autonomie financière, donc elle devra travailler sur ça. Pour le moment, vous le savez, c'est la fédération qui prend en charge l'ensemble des charges de compétition et de fonctionnement de la Ligue professionnelle, et ça ne pourrait pas continuer, et donc il est urgent qu'on trouve cette solution, mais je pense que le président CRSEC et son équipe sont en train d'y travailler, et nous-mêmes au niveau de la fédération, nous allons les accompagner pour que ça se fasse, parce que l'élite du football, c'est la Ligue professionnelle. Si elle est malade, ça rejaillit négativement sur l'ensemble du football sénégalais. Ouais. Je rappelle Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, notre invité devant le grand jury d'RFM ce dimanche. Les autres sujets football de cette émission, Augustin Senghor, ils vous sont posés par le service des sports de RFM sous la direction de Youssouf Bodian, question express en parlant de championnat. Le lancement des championnats dans les petites catégories annoncé depuis l'année dernière. Notre comité exécutif s'est prononcé sur cette question et a décidé quand ce sera possible de lancer le football des jeunes. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons commencé, vous avez vu les résultats, à beaucoup nous investir dans la petite catégorie. Vous voyez nos équipes nationales, vous voyez aussi que beaucoup de clubs ont des académies. On le doit beaucoup aux académies, justement. Oui, mais les académies ne sont pas sorties ex nihilo. Ils sont issus et ont grandi dans un contexte qui est celui du football sénégalais. Arrêtons de nous faire croire que c'est l'homme qui a créé Dieu et par l'inverse. Donc je suis désolé. Si les académies existent dans un pays, dans une fédération, c'est parce qu'on les a aidés. Et c'est de bon ton. Aujourd'hui, nous, on est fiers d'avoir ces académies-là qui apportent leur contribution, mais qui aussi ont bénéficié du contexte et de l'appui de la fédération, de la Ligue professionnelle et même des autorités étatiques pour pouvoir s'implanter et se développer. Il y a d'autres qui vont venir et nous sommes preneurs et nous insistons même pour qu'on puisse généraliser ces académies un peu partout, mais il n'y a rien d'antinomique. Aujourd'hui, c'est presque un enrichissement mutuel entre la fédération et les académies, parce que beaucoup de ces jeunes dont on parle au niveau des académies ont commencé à être connus quand ils ont intégré nos équipes nationales de jeunes, et surtout notre équipe A, et ça vous le savez, vous avez des exemples à foison. Tant qu'ils étaient dans le cadre de leur club, personne n'est venu les chercher, personne ne les connaissait. C'est l'équipe nationale qui permet à ces jeunes en U17, en U20, de se faire découvrir, et c'est une plus-value pour ces académies, mais surtout pour le football sénégalais. C'est tout un ensemble, n'essayons pas de dissocier ce qui constitue un ensemble compact et qui permet aujourd'hui de voir le football sénégalais briller là où jadis il traînait par rapport à d'autres pays. Vous parlez des équipes de jeunes U17, U20, justement, les sélectionneurs de ces équipes nationales du Sénégal en catégorie jeunes concernés par une décision que le comité exécutif de la fédération a prise il y a quelques semaines, parce que ce sont des sélectionneurs qui étaient des pigistes. Vous leur proposez des contrats en bonne et due forme, et donc plus possible pour eux d'aller entraîner des clubs. On ne peut plus cumuler, à partir de la décision que vous avez prise, les fonctions d'entraîneur de club et de sélection d'une équipe nationale. Il y a les cas flagrants de Youssouf Dabo pour la sélection U20, de Malik Daf pour la sélection U17. Vous leur aviez donné un ultimatum de 3 mois. Ont-ils fait leur choix parce qu'ils sont toujours avec leur club? Malik Daf au Jaraaf, Youssouf Dabo à Teungueth FC. Oui, à ce niveau, je pense que pendant très longtemps, c'est la fédération elle-même qui avait estimé qu'il n'y avait pas lieu de dissocier les fonctions d'entraîneur de club, d'entraîneur titulaire de club et d'entraîneur des sélections de jeunes notamment. Et après réflexion et au vu des expériences passées où nous avons été confrontés à quelques difficultés, justement parce que les entraîneurs étaient tiraillés entre les clubs et les équipes nationales, nous avons pensé qu'il était plus sage avec les échanges qu'on a eu avec le DTN de séparer de manière claire ces fonctions-là. Je pense que tant que nos jeunes ne brillaient pas, le problème ne se posait pas, parce que généralement avec nos équipes nationales de jeunes, c'était un tour puis s'en va, on ne se qualifiait pas au CAN et tout. Mais à partir du moment où depuis 2015 on a commencé à être régulier dans les compétitions de jeunes, nos entraîneurs sont pratiquement sur 1 an ou 2 ans avec nos équipes nationales. Et donc en même temps,
ils sont salariés dans des clubs qui ont besoin d'eux quand ils doivent aller en Coupe d'Afrique ou même pour les championnats locaux, quand les enjeux sont devenus plus importants. Je pense qu'il est raisonnable aujourd'hui de permettre à ces entraîneurs de s'épanouir mieux et d'apporter plus en tout cas les sélections, en faisant un choix définitif. Et surtout, ça ouvre l'éventail d'entraîneurs qui peuvent apporter sa contribution, progresser, et qu'on n'ait pas un groupe restreint qui gère les clubs d'élite, les meilleurs, et qui sont aussi en même temps dans les sélections. C'est pour ça qu'on a pris ces décisions. Est-ce que le délai qu'on leur a donné a expiré? Je dirais non, mais sachez que nous sommes en train d'y travailler. Le comité exécutif passé l'a évoqué, et certainement à la prochaine réunion, qui se tiendra, je pense, courant janvier, l'entraîneur nous proposera, le DTN nous proposera donc les nouveaux attelages, après s'être concerté avec les entraîneurs qui ont le choix. Même quand ils resteront dans les clubs, ils seront à la disposition du football sénégalais. Si certains préfèrent venir dans les sélections aussi, ils seront les bienvenus. Nous les mettrons dans des conditions salariales et de travail meilleures, puisqu'ils pourront travailler sur une longue durée et être rémunérés donc sur cette durée-là, plutôt que de travailler à la pige, comme vous l'avez dit, pendant les campagnes. Mais en tout cas, je pense que c'est la meilleure décision que la fédération pouvait prendre. Et à ma connaissance, tout le monde l'a salué, aussi bien dans le monde des entraîneurs que les dirigeants de clubs, mais aussi au niveau des instances du football, tout le monde l'a apprécié positivement. Après, il s'agira pour les deux entraîneurs qui sont concernés de faire un choix. Je pense qu'il leur reste encore le temps pour le faire. Ils sont en concertation directe parce que le comité ici prend une décision et c'est la direction technique nationale qui est chargée de l'appliquer. Et donc Maya Sinma prendra les décisions des meilleures pour l'intérêt du football. Et certainement, en ce moment-là, nous pourrons communiquer sur les nouveaux attelages. Et vous saurez si Malik Daf et Youssou Dabo restent entraîneurs de nos équipes de jeunes ou non. Youssou Dabo qui n'a pas pu qualifier l'équipe des moins de 20 ans à la prochaine CAN U20 qui se déroule en Mauritanie, cette année d'ailleurs en 2021. Une grosse déception, un gros bémol, vous évoquez les résultats de ces équipes de jeunes depuis 2015. Ça se passe à côté en Mauritanie, on n'y sera pas. Oui, c'est une grosse déception, hein, on ne va pas le cacher. D'abord parce que... Est-ce qu'il y aura des conséquences administratives Je dirais d'abord que nous avions l'ambition d'y retourner parce que nous voulions enchaîner une 4e qualification. C'était important pour maintenir cette logique de formation des jeunes parce que se qualifier pour les CAN, c'est important au plan du palmarès, mais surtout important pour permettre à des générations de grandir, d'arriver à maturité pour pouvoir passer. Est-ce que vous allez garder Youssoupha Dabo à la tête de cette équipe-là? Apparemment, notre plan ne vous intéresse pas. C'est la tête de Youssou ou non qui Non, vous non, intéresse. pas du tout. Aujourd'hui, peut-être qu'il est arrivé à un niveau de saturation. Vous allez je pense que Youssou a fait d'excellentes choses ici avec nos équipes nationales. Il a bien travaillé. Et même en club, on voit qu'il est assez performant. Donc, si à chaque fois qu'un entraîneur, en tout cas nous, c'est pas les habitudes de la maison d'ailleurs, vous pourrez le constater. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'un entraîneur qui a donné satisfaction auparavant tombe sur un écueil et éliminé et qu'on la doit question, s'en débarrasser. c'était pas forcément contre lui. Peut-être qu'il mérite de gravir d'autres échelons, de laisser la place à un autre pour donner un nouveau souffle à cette équipe-là, peut-être. L'équipe, à mon avis, ne s'est pas qualifiée, mais n'a pas perdu son souffle. Ce qu'il faut savoir, on est dans les catégories jeunes. Nous ne nous focalisons pas forcément sur qui gère ces équipes nationales. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons un travail qui est fait en amont par la direction technique nationale. Et c'est la direction technique qui appréciera. Avant lui, il y avait Joseph Koto qui avait fait aussi du bon travail avec les U20, avec Malik Daf. Et à un moment donné, malgré tout, on a dit il faut qu'on puisse changer. Et Joseph Koto s'est retrouvé avec les U23. Donc, le travail que nous demandons maintenant aux directeurs techniques, c'est de voir quels aménagements faire pour avoir des attelages compétitifs et compétents pour pouvoir nous donner des satisfactions dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train de vous dire que à partir du moment où toutes les structures sont en place, où l'organisation est bien faite, peu importe qui est là, les entraîneurs viennent, apportent leur contribution, mais la structure reste solide et la base, ce sera la direction technique nationale, de sorte qu'il y a une continuité dans le travail. Et si vous l'avez remarqué,
Koto est passé, a fait d'excellents résultats avec les U20. Quand il partait, moi je me souviens, certains nous ont dit, ah mais pourquoi vous le faites bouger, il fait du bon travail. Youssou Dabo est venu, il est resté sur cette lancée-là. Parce qu'ils ont des compétences certes, mais parce qu'il y a une structure bien organisée qui fait qu'aujourd'hui, les résultats suivent, quelles que soient les personnes qui sont en place. Et c'est comme ça qu'on développe le football des jeunes. C'est comme ça aussi qu'on fait avancer le football d'un pays. Les infrastructures, Augustin Senghor, les stades, il n'y en a pas de vrai, pour ne pas se voiler la face. La preuve, toutes les compétitions internationales de football se déroulent depuis 2 ans, 3 ans au stade Lat Dior de Thiès. Le gouvernement a annoncé la réhabilitation de certains stades, au moins 4, dans différentes régions. Le stade Demba Diop de Dakar, qui a été cédé à la Fédération sénégalaise de football. On attend toujours sa réhabilitation. Vous aviez lancé le marché. Quelles sont les dernières nouvelles? Oui, je pense qu'à ce niveau-là, là aussi, la dernière réunion du comité exécutif s'est prononcée là-dessus, parce qu'il fallait choisir l'architecte, le cabinet d'architecture qui devait être en charge des travaux. Il y avait des études préalables. C'est pas parce que vous n'en entendez pas. On ne peut pas venir se réveiller au bout de 2-3 mois, commencer à construire un stade ou à rénover un stade. Il y a des études préalables, surtout que c'est un stade qui avait été fermé, nous dit-on, parce qu'il y avait des problèmes de sécurité et même de solidité de la structure. Nous avons pris le soin de faire par donc un cabinet sénégalais le travail d'audit de la structure du Les sondages. Ouais. Donc, et ça, c'était important. Et à côté de cela aussi, nous avons lancé un avis à manifestation d'intérêt pour des cabinets d'architectes. Il y en avait 14, je pense, si je ne me trompe, qui avaient postulé. Nous avons retenu une shortlist de 3. Et c'est seulement le 5 décembre, lors de notre réunion, que nous avons choisi définitivement un cabinet qui va commencer maintenant le travail de conception de l'avant-projet. Et pendant ce temps-là aussi, nous sommes en train de travailler sur le volet mobilisation du financement, pour le moment qui est arrêté à 5 milliards. Et je pense que ça va aller vite. Je voudrais en profiter aussi pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous disons qu'il n'y a pas de stade, mais on sait qu'il y a le stade du Sénégal qui est en train d'avancer très vite. Le stade de Diamniadio. Il y a aussi Léopold Senghor, donc le ministre l'a dit, qui doit être rénové. Les Chinois étaient là, je pense, pour ça, et les autres stades qui vont être faits. Ce que je peux dire et ce dont je peux témoigner, c'est qu'il y a une volonté forte, une volonté politique forte du chef de l'État, non seulement de construire beaucoup de stades pour les prochaines années, mais aussi d'accueillir une CAN au Sénégal. Et donc ça, plusieurs fois, quand il m'a reçu, il me l'a dit. Et dans ce sens-là, on ne peut pas le faire sans réaliser ces stades. Aujourd'hui, on est dans le dur, c'est vrai, mais dans quelques années, 2 ou 3 ans, quand tous ces stades-là sortiront de terre, nous serons en mesure d'accueillir une CAN, après celle de 1992. Et je dois aussi me féliciter, on ne le dit jamais assez, d'avoir aujourd'hui une fédération qui est sortie de l'habit de fédération de gestion juste de la compétition, mais qui est une fédération qui bâtisseur. Aujourd'hui, vous parlez de Demba Diop, mais je peux dire aussi qu'au côté de l'État, si le stade de Lat Dior est en bon état pour accueillir ces compétitions-là, c'est parce que la fédération y a investi aussi. Lat Dior qui devrait être réfectionné, non? Non, mais bon, aujourd'hui, il y a juste des travaux à finaliser. Et nous le faisons de concert avec... Vous avez dit avant mars 2021. Avant mars 2021, ce que nous allons faire, parce que nous avons commencé, ceux qui sont venus sur les matchs d'octobre et de novembre et ont vu l'état de la pelouse qui s'est amélioré, les équipements, les bancs de touche, les vestiaires. Nous sommes en train d'exécuter donc un programme pour faire en sorte que ça soit un stade avec des places assises totalement, donc à peu près 12 000 places assises. Et d'ici février-mars, effectivement, vous verrez que ce sera un autre stade. Et à côté de cela, à Thiès même, nous sommes en train de construire, de mettre un gazon synthétique et des tribunes au stade Maniang Soumaré. Parce que pour le moment, en attendant que les autres stades soient prêts, le stade de Lat Dior représente le stade de l'équipe nationale du Sénégal. On veut le préserver pour cela et on doit permettre aussi à la jeunesse thiessoise, au club thiessois de jouer, et la fédération va investir au bas mot à peu près 250 à 300 millions dans le stade de Maniang Soumaré sur fonds propres et sur fonds de la FIFA.
et je peux en citer d'autres en termes de réalisation. Aujourd'hui, nous avons lancé la construction de sièges de ligue, que ce soit à Kaolack, à Fatick et à Kaffrine. Les travaux ont commencé à sortir de terre. Et à terme, toutes les 14 ligues auront leur propre siège. Donc c'est autant de projets qui montrent aujourd'hui que notre fédération s'est mise résolument sur la voie du développement, qui n'est pas que seulement sur le terrain de football. Nous avons dépassé ce stade-là. Et c'est cette vision-là que nous voulons asseoir pour que cette fédération puisse arriver à un moment donné où on va co-réaliser le développement du football avec l'État, alors qu'avant, c'était l'État qui prenait tout en charge à 100%. Et l'État continuera à nous accompagner, mais nous voulons aider l'État à nous aider. Augustin Senghor, maintenant votre candidature à la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football, le 12 janvier prochain, dans quelques jours donc, les différentes candidatures seront examinées pour validation ou invalidation. Vous êtes confiant ? Oui, très confiant parce que je pense que cette candidature-là vient à son heure. Je suis quelqu'un qui est dans le sérail depuis assez longtemps, depuis 11 à 12 ans maintenant. J'ai tout connu au sein des instances internationales du football, que ce soit la CAF particulièrement, mais aussi à la FIFA. J'ai un vécu ici. Les gens peuvent témoigner des progrès que le football sénégalais a fait et de l'expérience que j'ai pu y acquérir. Aujourd'hui, le Sénégal est le premier pays au ranking FIFA en senior. Nous sommes présents dans les petites catégories. Même le football féminin pointe son nez. Nous sommes encore présents dans ce qu'on appelle les footballs diversifiés. Et je vous ai déjà égrené tout à l'heure tout ce qu'il faut, tout ce que nous sommes en train de faire en termes de réalisation. Donc aujourd'hui, la CAF est à la croisée des chemins, a besoin d'un homme d'expérience, d'un homme compétent. Mais aussi, je pense que j'ai cette chance-là dans mon cursus au niveau des instances internationales pour d'avoir pu nouer des relations et d'avoir pu me faire apprécier par mes collègues présidents. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, je pense et j'estime être le candidat qui peut relever ce nouveau défi après les difficultés que la CAF a connues et au point aujourd'hui d'être dirigé aussi bien au niveau de sa présidence qu'au niveau de son secrétariat général par des personnes qui ont été désignées par intérim. Ça montre à quel point donc l'institution a eu des difficultés. Vous êtes alors le candidat de la bonne gouvernance. Pas seulement de la bonne gouvernance, je serai candidat de la bonne gouvernance parce que dans tout mon cursus, ça a été mon moteur, ça a été mon viatique. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, se limiter à juste affirmer que le problème de la CAF, c'est la bonne gouvernance, c'est partir déjà sur un autre échec. Nous sommes une confédération qui a un vécu, qui a ses réalités, qui a fait des progrès sur certains aspects sur lesquels on ne met pas qu'on ne met pas souvent en exergue et qui aujourd'hui a besoin d'un nouveau leadership qui lui permette justement non seulement de rendre visible tout ce qui a été fait, mais surtout de renforcer, de consolider. Mais bien entendu, aujourd'hui, les problèmes de gouvernance structurelle sont là. Nous devons rénover la CAF à mon avis, le doter de nouveaux habits, que ce soit au niveau de son ordonnancement juridique, ses textes de fonctionnement, ses statuts, mais aussi dans le management à proprement parler, pour mieux se rapprocher de ce que fait un peu partout à la FIFA, à la CAF. Je dois dire aussi que ces crises-là peuvent permettre de franchir, de faire des bons qualitatifs. La FIFA a connu ses heures de difficulté en 2015 et après elle a fait preuve de résilience, elle s'en est sortie. Aujourd'hui, c'est le tour de la CAF. Mais pour cela, il faut trouver le leadership qu'il faut, il faut trouver l'homme qu'il faut pour travailler avec une équipe qui puisse rebâtir, recadrer la démarche managériale de la CAF. Et je pense, je le dis et je le répète, aujourd'hui, ceux qui gravitent autour de la CAF, ceux qui gravitent autour de l'environnement du football mondial, savent que Augustin Senghor remplit tous les critères nécessaires pour pouvoir être l'homme de la situation. Il y a 3 autres prétendants. Jacques Anouma, on parlait tout à l'heure d'expérience, lui, beaucoup d'expérience. Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire. Patrice Motsepe, le président des
sud-africain de Mamelodi Sundowns, candidat sérieux lui aussi. Ahmed Yahya de Nouadhibou, de Mauritanie. Il a été agité l'idée d'une candidature unique pour la façade ouest du continent, Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire. Est-ce que cette candidature unique, vous y travaillez toujours entre vous, Jacques Anouma et Ahmed Yahya? Est-ce que ça avance? Oui, je dirais que nous y travaillons puisque ces derniers jours j'étais à Cotonou avec Jacques Anouma, j'étais aussi parti à Abidjan. Et pendant ce temps-là, nous avons... Quand vous présentez vos condoléances à la famille proche de Sidi Diallo. Mon homonyme Augustin Sidi Diallo. Et nous avons eu plusieurs séances de discussion sur cette question. Et c'est vrai, à ce stade, on ne peut pas dire que ça a avancé. Mais il faut savoir que ce qui est important, c'est que nous avons décidé tous les deux de continuer les discussions, de nous retrouver pour essayer de trouver un modus vivendi. Parce que nous avons conscience aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest regorge de personnalités qui peuvent diriger la CAF, mais il n'y en a qu'un seul qui pourra y être. Et comme je l'ai dit, vous-même vous en avez parlé, certains ont des qualités indéniables, ont des atouts, mais après il faut, je pense, procéder à une synthèse des profils pour savoir quel est le meilleur profil dans un contexte précis qui est le contexte du moment. Comme je l'ai dit, je ne veux pas apporter de jugement sur mes adversaires, mais quand on analyse et qu'on fasse une sorte de benchmarking sur le profil de tous les candidats, on se rendra vite compte que le nom qui doit émerger, c'est le mien. Je le crois fortement et je pense aussi que mon travail, c'est d'essayer de faire comprendre à mes collègues présidents ou mes concurrents qui sont de la même zone, qu'on peut travailler ensemble, mais autour de ma candidature qui puisse aujourd'hui fédérer, parce que mon objectif, ce n'est pas seulement de fédérer l'Afrique de l'Ouest, c'est de fédérer toute l'Afrique, parce que je pense que l'un des mots qui a gangréné le football africain, c'est cette sorte de balkanisation sportive basée sur une division géographique ou sur une division linguistique qui nous a fait beaucoup de mal. Justement, l'enjeu linguistique, ça suffit, les francophones disent certains, ça pourrait être une brèche pour Motsepe d'Afrique du Sud pour diriger la CAF. Vous y croyez? Est-ce que cet enjeu existe déjà? Jouer au football, le ballon n'a pas de langue, donc c'est pas ça un problème de langue. Aujourd'hui, c'est quoi un pays francophone? On le sait, d'ailleurs, le Cameroun n'est pas forcément un pays à 100% francophone. Donc, je pense avec Issa Hayatou, qui a dirigé pendant longtemps. Oui, lui est francophone, mais son pays n'est pas totalement francophone. Et aujourd'hui, ce qu'il faut juste dans un contexte comme ça, c'est avoir le meilleur président qu'il faut. Je pense que si c'est juste se baser sur un critère linguistique pour choisir notre président, nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Le président sortant de la CAF, le Malgache Ahmad était candidat à sa succession, mais il a été suspendu par la FIFA pour détournement de fonds. Il a fait appel devant le tribunal arbitral du sport. Vous en pensez quoi, ces accusations? Vous, le pro Ahmad, à l'époque, peut-être comptable de sa gestion? Écoutez, on n'a jamais fonctionné en termes de pro ou contre Ahmad. C'est pas comme ça que fonctionnent nos organisations, je suis désolé. Et d'ailleurs, c'est très cocasse parce qu'un coup, on me dit, ah non, il est pro, il était pro Airtour, il est pro Ahmad. Moi, je suis pro CAF. Je travaillais à leur côté. À chaque fois qu'on m'a confié des missions, je les ai exécutées correctement. Donc après Ahmad, nous avons eu des relations qui sont antérieures à son avènement à la tête de la CAF. Quand je suis arrivé en 2010, il était déjà président de la Fédération malgache. Nous avions d'excellentes relations. En 2017, lors des élections où il s'est présenté, il est venu me rencontrer. Je lui ai donné ma position, qui était que je n'avais pas... Vous avez voté pour lui, hein. C'est pas sûr, ça vous ne pouvez pas le garantir. Mais toujours ce qui est important, c'est qu'à partir de 2018, j'ai cheminé avec lui. Nous avons travaillé de manière
très loyal. J'ai essayé d'apporter ma contribution par rapport aux missions qu'il m'a confiées, qui étaient nombreuses, parce que la CAF était en difficulté et il avait besoin de mon expertise. Je l'ai servi et je me devais d'être loyal avec lui jusqu'au bout, et je l'ai été, sans que ça veuille dire que je sois là pour dire moi-même, est-ce que, comme vous-même vous l'avez dit, c'est des accusations, est-ce que ces accusations sont fondées ou non? Il y a une instance indépendante de la FIFA qui, sous la base de dénonciation, a enclenché des enquêtes. Il y a une présomption d'innocence. Il y a une première décision qui a été rendue. Il a fait appel, vous-même vous l'avez dit. Je pense que c'est au final, quand le TAS se sera prononcé, qu'on saura si la décision qui a été rendue est confirmée ou non. À ce stade, concédons-lui cette présomption d'innocence et son droit à la défense, et respectons aussi la personne. Je n'aime pas trop en Afrique quand je vois que une personne qui est adulée la veille, une fois qu'elle n'est plus aux affaires, on la jette aux orties et on l'attaque de tout part. Et à la limite, on même fait un procès de sorcellerie à ceux qui osent parler de lui en bien. Et moi, je n'ai pas froid aux yeux, j'assume toujours mes positions. Je pense que Ahmad peut-être a connu des difficultés, mais c'est peut-être aussi parce que dans l'environnement, on ne l'a pas beaucoup aidé. Et peut-être le contexte de la CAF n'a pas permis qu'il mène à bien sa mission. Et que peut-être, si on veut juste tout mettre sur son dos, ce sera la meilleure manière de faire fausse route et de se retrouver dans 4 ans encore dans les mêmes situations. Il faut qu'on analyse froidement, au-delà des personnes, ce qui ne va pas à la CAF et qu'on trouve les solutions idoines plutôt que de jeter l'anathème sur une ou des personnes, ou surtout essayer de limiter les difficultés de la CAF à une seule personne. Il y a une équipe qui a travaillé. Aujourd'hui, même si je ne suis arrivé qu'en 2018, en 2018 exactement, je n'ai pas de souci à aussi bien porter les acquis qui sont positifs, mais aussi à assumer ce qui n'a pas marché. Pour autant, ça ne doit pas signifier que tout doit être jeté à l'eau. Il faut juste voir ce qui n'a pas marché. Voir aussi si au niveau du leadership, on ne peut pas faire mieux pour améliorer cette maison CAF. Et c'est ça mon défi à moi, parce que, comme je le dis souvent, ma candidature ne relève pas d'une ambition personnelle. Pour moi, cela relève d'une prise de responsabilité en tant qu'Africain, Elle est portée par tout le pays. Il y a même un comité national dirigé par le ministre des Sports. On retrouve dans ce comité plusieurs personnalités des sports, de la culture, des affaires. En tout cas, on va voir si d'ailleurs le contexte va favoriser la campagne pour cette présidence de la CAF, Augustin Senghor. C'est presque la fin de cette émission. Un petit détour encore à Gorée, dont vous êtes le maire depuis près de 12 ans maintenant. Le compte n'est pas bon. C'est depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Ah ouais, 18 ans. 2002. J'ai enlevé la première élection de 2002. Et Gorée qui fait partie des 19 communes du département de Dakar. Votre position dans le débat sur la suppression annoncée des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès en tant que collectivité territoriale. 30 secondes. Je n'ai pas de position parce que si vous me connaissez, je sais que vous me connaissez Babacar, je ne suis jamais dans les débats politiques dans le sens politique. Le débat est aussi technique. Celui-là est aussi technique. Non, aujourd'hui, un débat n'est posé que quand des actes juridiques sont posés pour aller dans ce sens-là. Moi, j'entends un débat qui est soulevé, qui est sorti de nulle part. Aujourd'hui, moi, je suis maire d'une commune. Un débat porté par le ministre des collectivités territoriales. Oui, mais en ce qui me concerne, comme je l'ai dit, je suis maire d'une collectivité locale qui s'appelle Commune de l'île de Gorée. Je suis, au jour d'aujourd'hui aussi, adjoint au maire de la ville de Dakar. Donc, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, un acte qui a été posé allant dans ce sens-là. En ce qui me concerne, je préfère attendre que le débat soit posé là où il faut, qu'il y ait des travaux qui sont menés dans ce sens-là pour me prononcer, analyser les motivations, parce que je pense que dans chaque démarche, il y a l'exposé des motifs qui est le plus important. Et au Sénégal, on a l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs. Dakar est-elle utile ou pas en tant que collectivité territoriale, la ville? Dakar est-elle utile? Si on l'a créée depuis des années et que jusqu'à présent elle est là,
c'est qu'elle avait son utilité au moment où, en tout cas, elle a été mise en place. Ça, c'est indéniable. Mais à côté de cela, je pense qu'il y a un État qui mène une politique, qui analyse les situations, qui fait évoluer les réformes par rapport à la décentralisation. Elle pose des orientations. Les gens peuvent apprécier ou non, mais ce qui est important, c'est qu'après derrière, que ça soit porté donc au niveau de l'instance où les débats auront lieu, les vrais débats, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale, et que la représentation parlementaire s'exprime pour dire si cette nouvelle orientation est une bonne chose ou non. Après, il faut... Vous, personnellement, vous êtes pour le maintien ou la suppression de la ville de Dakar? Je ne saurais me prononcer sur cette question à ce stade. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, ce que j'ai entendu jusqu'à présent, ce sont des spéculations. Ce qui m'intéresse, c'est comment faire progresser ma collectivité, comment faire progresser Dakar comme entité territoriale, parce qu'effectivement, tout ce qui sera décidé, forcément, reposera sur une évaluation de l'histoire de ces collectivités locales-là. Et ce n'est pas un débat qui concerne seulement Dakar, je pense. Il y a d'autres villes aussi qui existent. Il faut aussi les prendre en compte et éviter de concentrer ce débat uniquement sur un aspect politique ou politicien par rapport à des enjeux politiques aussi, mais voir si dans la démarche qui est celle de développement des collectivités territoriales du Sénégal, une révision du statut des villes et des départements est pertinente ou non. Et ça, pour le moment, comme je l'ai dit, je préfère me garder de me prononcer sur ces questions-là. Merci Augustin Senghor d'être passé devant le grand jury d'RFM. Vous êtes le maire de l'île de Gorée, président de la Fédération sénégalaise de football, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, la CAF. Merci à Yaya et Abdou qui étaient à la régie, à Magui au digital. Restez avec nous. Bonne fin de week-end et bonne année encore une fois. Et le grand jury revient la semaine prochaine. Merci. Mi te kan hamrayitin